Très bien. Alors, euh, pour commencer, donc une petite introduction et puis un rappel très bref des enjeux qu'on connaît très bien autour de la biodiversité, à savoir que actuellement, l'urbanisation et l'activité humaine, elle entraîne la destruction de l'habitat et l'extinction d'un grand nombre d'espèces, et ce, un peu partout dans le monde, et que ce soit lié à nos activités, la construction, etc., ou à des activités telles que l'importation, telles que l'alimentation via la production agricole qui peut se situer à l'étranger. Donc, en dépit de toutes les recherches, de toutes les décisions politiques et de toutes les décisions institutionnelles, on voit bien que seule la participation active de la population, un changement de nos attitudes, un changement de nos comportements, mais aussi un changement de nos modes de consommation, peuvent enrayer cette perte de la biodiversité. Ça, c'est un constat qui est assez globalement partagé sur ce thème. Pour autant, lorsqu'on commence à travailler sur ce sujet, ce que l'on observe, c'est que moins de la moitié des Européens en 2018 avaient entendu parler du terme biodiversité et savaient de quoi il retournait. C'est des chiffres qui sont assez inquiétants comme ça, et ce qui nécessite aujourd'hui de travailler tout d'abord à améliorer la compréhension et la sensibilité du public à la préservation de la biodiversité. Cela étant, ce que je vais vous présenter là, c'est que la biodiversité, comme d'autres thèmes environnementaux, comme lorsqu'on parle d'énergie-climat, comme lorsqu'on parle de changement climatique, c'est un sujet qui est fort en enjeu, qui est complexe, qui est chargé aussi émotionnellement, et on va voir qu'il y a un certain nombre de biais de raisonnement qui vont intervenir et qu'on va devoir prendre en compte lorsque notamment on fait de la sensibilisation ou de l'accompagnement au changement auprès des populations qui ne sont pas expertes sur ces sujets-là. Donc, parmi les choses que je vais vous présenter donc, dans le cadre de cette conférence, on va travailler donc, sur cette première échelle individuelle. On va parler très rapidement des déterminants neuropsychologiques, mais on va surtout s'intéresser aux biais cognitifs qu'un certain nombre d'entre vous connaissent peut-être déjà, mais qui ne sont pas les seuls biais de raisonnement. On parle aussi de biais émotionnels et de biais motivationnels, ici qui touchent les individus. On a aussi des facteurs sociaux qui vont rentrer en compte lorsqu'on va parler du sujet de biodiversité et qu'on va essayer notamment de mener des actions sur le sujet. Je vous parlerai de représentation sociale, je vous parlerai aussi de dilution de la responsabilité, des choses que vous connaissez peut-être déjà ou que vous avez déjà peut-être entendues. Et puis, le dernier niveau, au niveau des facteurs environnementaux, des choses qu'il va falloir prendre en compte lorsque notamment on souhaite accompagner des populations sur le sujet ou qu'on souhaite mettre en place on va dire, un atelier ou qu'on souhaite tout simplement accompagner au changement de comportement. On va voir que l'esthétique du lieu de vie, par exemple, ou les enjeux physiques ou des éléments réglementaires peuvent avoir une importance aussi dans notre capacité à monter en compétences et accompagner au changement sur cette question de protection de la biodiversité. Alors, tout d'abord, commençons par cette échelle individuelle. Alors, pour rentrer sur le sujet, juste rappelons-nous, partons de ce constat, afin de pallier à des capacités qui sont assez limitées, notre cerveau, l'être humain, va réaliser dans sa prise de décision à chaque fois une sorte de choix. Alors, si je caricature un peu les choses, on va dire qu'il y a constamment, dans la manière dont on prend des décisions ou dont on encode de l'information, une, euh, une recherche d'équilibre entre un souci d'économie d'énergie et un souci d'efficacité. Et pour parvenir à cet équilibre, pour parvenir à des décisions qui sont peu coûteuses, qui sont rapides et qui sont malgré tout adaptées à un certain nombre de situations, le cerveau il va réaliser des raccourcis. Par exemple, tout simplement parce qu'on ne conserve pas l'intégralité de nos connaissances en mémoire à un moment T, parce que certaines décisions ne nécessitent pas une grande réflexion. Si, à travers les centaines de choix que l'on faisait chaque jour, on devait mobiliser l'ensemble de nos connaissances ou vraiment s'apesantir sur chacune de ces prises de décision, on voit bien que ce serait très long et ce serait très coûteux. Or, notre cerveau ne fonctionne pas comme ça. Il va appliquer ce que je vais appeler un mode de fonctionnement par heuristique, c'est-à-dire qu'on ne considère pas tous les éléments nécessaires à une prise de décision à un temps T. On va réaliser des choix qui sont rapides, mais qui sont parfois assez peu précis. Et donc, ces raccourcis qui sont réalisés, ou ce qu'on appelle biais en général, ils sont de trois
types. On peut distinguer les biais cognitifs. C'est les plus célèbres, en tout cas, c'est ceux qui sont le plus mis en avant en général, parce qu'ils sont aussi les plus prévisibles. Ils se basent en général sur les limites neurobiologiques de notre cerveau. C'est des choses qu'il est très difficile de dépasser, tout simplement parce que ça relève vraiment du mode de fonctionnement même du cerveau, généralement. C'est des raccourcis mentaux qui interviennent dans quoi? Dans l'encodage de l'information, c'est-à-dire la manière dont je perçois les éléments dans mon environnement et dont je vais les encoder en mémoire, par exemple, que ce soit des connaissances ou que ce soit des souvenirs. Et ils interviennent aussi dans la prise de décision. Les biais émotionnels, ça renvoie en fait à la manière dont nos affects vont peser et dont ils altèrent notre raisonnement. Et les biais motivationnels, qui sont un peu moins connus, c'est la manière dont finalement notre raisonnement, nos croyances, nos valeurs vont être sous l'influence de nos intérêts et peuvent altérer, encore une fois, nos raisonnements. Alors, en commençant par les biais cognitifs, comme je l'ai dit, ils sont très nombreux et très difficiles à corriger. Vous en avez une représentation donc à droite sur cette diapo avec cette roue qui présente une très large quantité de biais cognitifs, plus de 70. Ils interviennent à différents niveaux. Ils interviennent dans l'encodage, comme je l'ai dit, la manière dont les informations de l'environnement sont récupérées et stockées, la récupération de l'information quand je dois prendre une décision, je dois puiser dans mes connaissances et dans mes souvenirs. Et ils interviennent aussi dans le traitement de l'information. Ce qu'ils permettent, ces biais cognitifs, ils ont un intérêt. Ils permettent de prendre des décisions dans des situations qui vont être ambiguës, c'est-à-dire dans lesquelles je maîtrise assez peu mon environnement, par exemple, ou lorsque j'ai très peu d'informations. Là où un fonctionnement expert, on va dire, aurait besoin de plus d'informations pour se positionner, ou si je faisais la comparaison avec un système informatique dans lequel un système informatique a besoin de toutes les données d'entrée pour prendre une décision, ce n'est pas le cas pour notre cerveau. On va prendre des décisions dans des situations où on connaît peu le sujet ou dans des situations où on a peu accès aux informations. Un exemple de biais cognitif, le biais de simple exposition. On est naturellement plus réceptif envers des idées, des objets ou des individus auxquels nous avons été préalablement exposés. Ce qui signifie que, par exemple, lorsque j'entends une information que j'ai déjà entendue par le passé, je suis plus susceptible d'y adhérer. Et ça, c'est quelque chose, c'est une tendance naturelle. C'est un biais cognitif qui fait que si je vous expose 2 fois la même information, vous êtes beaucoup plus susceptible d'y adhérer qu'une information nouvelle qui serait présentée en même temps que celle-ci la seconde fois. Un autre exemple, dans une étude, on note par exemple qu'un individu qui réalise un comportement irrationnel, c'est-à-dire qui réalise quelque chose qui va soit contre ses valeurs ou qui est contre-productif ou qui ne présente pas forcément de gain, on voit que cet individu, il va procéder à une évaluation biaisée de son environnement et dans sa prise de décision, il va favoriser des expériences positives passées par rapport à des expériences négatives. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve assez fréquemment dans la vie de tous les jours. On a tendance à se focaliser sur ce qui s'est bien passé, nos expériences positives, plutôt que les expériences négatives. Donc ici, on est sur une évaluation qui est biaisée à un niveau cognitif. Un autre exemple, par exemple, dans des situations où notre contrôle est assez faible, c'est-à-dire, par exemple, dans des situations où je maîtrise assez peu le contexte ou dans lesquelles j'ai assez peu de connaissances pour prendre une bonne décision. On voit assez fréquemment, on va utiliser des porte-bonheur, on va faire des gestes ritualisés, on peut avoir des pensées magiques qui n'améliorent absolument pas notre contrôle sur la situation, qui n'augmentent pas du tout nos chances de succès, mais qui vont par contre augmenter notre sensation d'avoir le contrôle et la confiance que l'on peut avoir dans notre prise de décision. Et encore une fois, voici un exemple de biais cognitif à l'œuvre. Alors je poursuis par les biais émotionnels. Ici, les émotions, ce sont de puissantes forces motrices. Les émotions, elles interviennent tout le temps dans nos prises de décision. C'est ce qui va nous motiver, par exemple, à nous lancer dans des projets. Par exemple, face à des événements extérieurs menaçants ou stressants, elles vont engager l'individu dans des comportements rapides. Et au-delà de ça, au lieu de ces comportements réflexes, on voit qu'elles vont aussi colorer l'ensemble de notre raisonnement. Qu'est-ce que j'entends par là? Des émotions fortes, que ce soit la surprise, la tristesse, la colère, elles altèrent notre fonctionnement sur les plans physiques et psychologiques, avec des symptômes, des marqueurs véritablement, par exemple de stress, et au niveau psychologique, une altération
de notre capacité à réfléchir. Par exemple, lorsque je suis surpris, et là vous serez tous d'accord avec moi, lorsqu'on est surpris, la peur, elle va agir de manière très rapide, automatique, mais désorganisée. Et on peut avoir des comportements qui sont contre-productifs, encore une fois, qui ne sont pas du tout rationnels. Certains vont fuir, certains vont rester paralysés. En tout cas, on va être complètement sous l'influence de nos émotions. La tristesse qui est une émotion plus diffuse ici. On n'est pas sur un événement, un temps T qui serait effrayant. La tristesse, elle peut s'installer dans le temps et elle va rendre les individus plus sensibles aux informations négatives dans leur environnement. Si je suis confronté à différentes histoires, par exemple, je vais avant tout relever les informations négatives. Ça a aussi un impact direct sur l'estime de soi. Si je suis triste, j'ai une plus faible estime de moi-même et je vais avoir une moindre capacité à entreprendre des actions ou à me lancer dans des projets. La colère, c'est encore un exemple d'émotion qui va prendre le pas à un moment donné. On voit qu'il y a une réaction physique qui est très importante avec des décisions qui sont déraisonnables ou contre-productives, encore une fois. Donc voilà pour des émotions qu'on connaît bien, des émotions fortes. Dans le champ environnemental, il y a d'autres types d'émotions qui vont intervenir. Et par exemple, on voit que certaines espèces, elles vont bénéficier d'une image qui va être extrêmement positive et attachante et auquel on va tout de suite prêter des émotions, par exemple de l'attachement, etc., en raison de leurs caractéristiques physiques externes. Par exemple, ici, je vous ai mis l'image d'un panda. Le panda, c'est un animal qui attire automatiquement notre sympathie parce qu'il est rond, parce que voilà, il a des attributs externes qui font que l'on s'attache immédiatement à cette espèce en général. Et ce qui a un impact aussi en termes de biodiversité, puisque ce que l'on voit, c'est que, par exemple, en Chine, on capitalise énormément sur la popularité du panda pour des campagnes de protection de la biodiversité. Ce qui a un impact positif dans le cas du panda, c'est que finalement, cette protection de l'espèce, elle bénéficie aussi à d'autres espèces animales qui partagent son écosystème. Donc ici, finalement, on capitalise sur un exemple, enfin, sur un biais émotionnel, sur un attachement à cette espèce-là en particulier, qui va avoir des bénéfices pour d'autres espèces. Cela étant, dans le cas d'autres espèces, ici l'abeille, on a un phénomène contre-productif qui va s'installer. L'abeille qui bénéficie aussi on va dire, d'un attachement fort, d'une image extrêmement positive dans notre société, on voit qu'aujourd'hui, au contraire, on l'a installée dans des écosystèmes où elle vient menacer des espèces qui sont locales, d'autres espèces pollinisatrices, et qu'elles leur font une concurrence déloyale. Là, je pense aux milieux urbains dans lesquels on a de plus en plus de personnes qui souhaitent installer une ruche ou de plus en plus de collectifs qui souhaitent installer des ruches en ville parce qu'il y a cette image extrêmement positive de l'abeille comparée à d'autres espèces animales qui sont dans les mêmes écosystèmes et qui ont tout autant besoin d'être protégées. Un autre biais émotionnel qui intervient, et ça c'est une étude qui est sortie cette année sur l'empathie et la compassion envers les espèces animales, et que j'appelle ici le biais d'anthropomorphisme, bien que le terme ne soit pas donné par les auteurs. Alors de quoi s'agit-il ? Il s'agit ici de déterminer si toutes les espèces bénéficient du même degré d'empathie et de compassion. Par empathie, c'est-à-dire qu'on a demandé aux personnes de se projeter par rapport à ces différentes espèces et de dire si elles se sentaient capables de ressentir les émotions ou de ressentir de la compassion pour ces animaux. La compassion, c'était un choix à réaliser entre deux espèces présentées en même temps et de savoir si, par exemple, ici, la tortue et l'écureuil étaient dans une situation de danger immédiat, quel est l'animal que vous choisiriez de sauver? Donc, ici, l'idée, c'est de comparer toutes ces espèces et de voir pour quelles espèces on a la plus forte empathie, la plus forte compassion. Ce qui est assez intéressant, c'est que en fait, les résultats de ces auteurs, ils permettent, en fait, on retombe sur l'arbre phylogénétique, à savoir que plus une espèce est éloignée en fait de l'être humain sur cet arbre, plus on observe des scores d'empathie et des scores de compassion qui sont faibles. C'est-à-dire que, en d'autres termes, ce degré d'empathie et la distance phylogénétique qui sépare l'espèce de l'être humain
on est bien d'accord qu'on parle de deux choses extrêmement différentes et qu'a priori, il n'y a aucune raison qui peut expliquer une corrélation de ce genre. On peut donc postuler que la proximité, elle va correspondre plus ou moins à un partage important de traits externes et que c'est les traits externes qui vont expliquer l'empathie ou la compassion que l'on va avoir pour une espèce. Ça signifie aussi que notre capacité d'empathie envers les espèces animales et donc en quelque sorte notre capacité à mobiliser des gens pour protéger la biodiversité, elle dépend de la capacité à se projeter ou à ressentir de l'émotion pour ces animaux ou ces végétaux. Et d'ailleurs, pour conclure, on voit bien que c'est la logique qu'utilisent les associations ou qu'utilisent les groupements locaux pour défendre la biodiversité. Généralement, ce qui est mis en avant dans les campagnes de protection de la biodiversité, c'est le plus souvent des mammifères et très rarement d'autres espèces et encore plus rarement des végétaux. Et on voit que ce choix ici, c'est basé uniquement, encore une fois, sur nos émotions. On a des espèces qui présentent toutes les mêmes risques d'extinction, par exemple, et pourtant, notre choix, notre préférence, notre empathie va s'orienter vers des espèces qui nous sont plus proches, en tout cas pour lesquelles on va partager plus d'empathie. Donc, ce que je disais avant, c'est avec l'exemple de l'abeille, par exemple, certaines espèces échappent à cette généralité en fonction de leur place, soit dans la culture, soit de leur fonction. Comme je disais, les abeilles domestiques, elles bénéficient d'une popularité beaucoup plus importante que le groupe des insectes, tout simplement parce qu'elle a, on va dire, une importance particulière. On parle souvent des abeilles, on les met en avant. Elles sont associées à un certain nombre de services qu'elles rendent à l'être humain. Elles ont une image extrêmement positive et donc elles se distinguent des autres insectes dans cette étude. Au contraire, on a d'autres mécanismes qui vont toucher des animaux qui sont consommés, par exemple. Ce qu'on va avoir, ce que je vais appeler de la déshumanisation, ou certains mythes qui sont entretenus à propos des animaux que l'on consomme pour leur viande, ou de certains animaux domestiques. Ce biais de jugement, alors je donnerai un exemple ensuite, mais ces biais de jugement, qu'est-ce qu'ils permettent? Ils vont nous permettre de déculpabiliser lorsqu'on doit consommer ces espèces animales, ou il va permettre de déculpabiliser les éleveurs, par exemple, qui sont directement exposés à des problématiques de souffrance animale. C'est les mêmes mécanismes d'ailleurs qu'on va retrouver dans d'autres situations entre des groupes sociaux favorisés et défavorisés, et ils vont servir à peu près les mêmes motifs. Alors, pour vous donner un exemple, qu'est-ce que j'entends par déshumanisation? Ça va être d'attribuer des caractéristiques négatives à ces espèces, par exemple faible intelligence, ou ce sont des espèces qui sont sales. On voit bien que les espèces que l'on consomme, les poulets, les porcs, sont fréquemment associés, par exemple, pour les poulets, à une faible intelligence, une faible mémoire pour les poissons rouges, que pour les porcs, on met surtout en avant leur saleté, etc. C'est des informations qui sont pas vraies, qui sont contredites par la littérature scientifique sur le sujet, mais qui vont permettre du côté du consommateur de réduire le sentiment de culpabilité et l'intérêt porté pour le bien-être animal. Alors enfin, pour terminer cette partie, les biais motivationnels. Les biais motivationnels, de quoi parle-t-on? On parle de toutes ces situations dans lesquelles notre jugement va être altéré, soit par notre intérêt, soit par la désirabilité de certains événements, la pression sociale ou par exemple la pression institutionnelle. Ces biais ils peuvent être conscients ou inconscients et ils expliquent un certain nombre d'erreurs de jugement que l'on va commettre. Par exemple, c'est pour cela qu'on a tendance à prédire des résultats plus optimistes dans une situation où on ne maîtrise pas grand-chose, mais où on a de très forts intérêts. C'est également ce qui explique que l'on sous-estime assez fréquemment le coût ou la difficulté d'un projet ou d'un comportement lorsqu'il nous tient à cœur. On va se lancer à corps perdu dans un projet sans forcément avoir à l'esprit une véritable, on va dire, sans être capable en minimisant l'effort qu'il faudra faire pour réaliser ce projet ou ce comportement. Et de la même manière, la sous-estimation du temps nécessaire à la réalisation d'un projet ou d'un comportement. Pourquoi j'en parle? Parce que, par exemple, on observe que si moi, en tant que personne, je vais construire ma maison sur un terrain agricole, je vais avoir tendance à en minimiser les aspects négatifs parce que ce projet me tient à cœur. Et parmi ces aspects négatifs, il y a l'idée de la biodiversité qui est aujourd'hui menacée aussi par l'urbanisation sur les terrains agricoles. Et je vais avoir tendance à le minimiser par rapport à quoi? Par rapport
au même projet qui serait porté par quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que moi, puisque ce projet me tient à cœur, je vais minimiser l'impact négatif que je vais avoir sur mon environnement, simplement parce que, en quelque sorte, c'est un projet qui me tient à cœur et que je vais estimer être en capacité, alors que je ne suis pas plus que quelqu'un d'autre, de veiller à minimiser les effets négatifs de mon installation. À l'échelle des groupes maintenant, qu'est-ce que l'on observe? Alors tout d'abord, il faut comprendre la manière dont les individus perçoivent la biodiversité, dont ils la comprennent. Comme je disais, c'est un sujet qui est complexe, comme la plupart des sujets environnementaux d'ailleurs. Ce sujet, il va aussi toucher à d'autres sujets et à de nombreux domaines de nos vies et à de nombreux comportements. J'en ai parlé tout à l'heure, mais la question de la préservation de la biodiversité, ça a aussi à voir avec nos modes de consommation, c'est-à-dire que ça a aussi à voir avec la manière dont on s'habille, par exemple, la manière dont on se déplace, nos choix de logement, tout un tas de choix que l'on doit réaliser qui ont un impact sur des espaces de vie et donc sur la biodiversité. La conséquence de ces comportements, elle peut avoir un impact à très longue distance. Je pense notamment à l'alimentation avec des questions d'importation de soja pour l'alimentation animale. Les impacts de nos choix alimentaires, par exemple, peuvent être ressentis au Brésil avec des questions de déforestation. On voit bien que ce n'est pas forcément visible. La question de la préservation de la biodiversité et la sensibilité à la biodiversité, c'est aussi à travers nos choix qu'il faut le traiter. Cela étant, les individus, ils n'ont pas accès à la connaissance experte. C'est très difficile de prendre en compte tous ces aspects-là. Et la perception de la biodiversité, elle est guidée par des raccourcis cognitifs, par des valeurs. Et pour former une connaissance sur le sujet, en fait, comment les choses se passent concrètement, la représentation que les gens, que les individus vont avoir de la biodiversité, c'est comme un agrégat. Différents types d'éléments vont être apportés par différents individus ou différentes sources. Ça peut être des connaissances scientifiques, ça peut être de l'expérience technique, ça peut être de l'émotion, ça peut être des connaissances qui sont vraies ou fausses. Avec le temps, ces représentations, ce que l'on observe, c'est que, alors, il en existe plusieurs au sujet de la biodiversité, mais ces représentations, elles se stabilisent et elles vont être partagées par des groupes sociaux qui ont plus ou moins une perception équivalente du sujet. Ce qui est important, c'est qu'une fois qu'elles sont créées, ces représentations sociales, elles sont assez figées. Elles sont organisées de façon relativement cohérente, même si on peut en avoir plusieurs sur le même objet, parce que c'est un objet qui fait débat. Ces représentations, elles sont donc assez figées. Elles sont structurées dans un groupe social et ce qui est plus contraignant encore, c'est qu'elles vont agir comme des filtres lorsque de nouvelles informations apparaissent. C'est-à-dire que face à une information scientifique nouvelle, par exemple, eh bien, ces représentations sociales, elles vont orienter la manière dont déjà on accepte ou non l'information et la source d'information, et elles vont orienter la manière dont on interprète l'information. Et pour continuer sur cette question des valeurs, il y a une recherche. Alors, Kellert en 1996 a identifié un certain nombre de valeurs ou d'orientations de base qui étaient liées à la biodiversité et qui ont été confirmées depuis. Alors, de quoi s'agit-il? En fait, on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre d'attitudes envers la nature et la biodiversité et que ces attitudes, elles sont au nombre de 9, par exemple. Que certains vont plutôt prêter une attention à l'esthétique, c'est-à-dire l'intérêt physique, l'apparence de la nature, alors que d'autres vont plutôt percevoir la nature et la biodiversité comme par exemple une source de peur et d'aversion. D'autres vont plutôt voir la nature comme quelque chose qu'il faut contrôler, qu'il faut maîtriser, etc. Il y a un certain nombre d'orientations à propos de la nature et de la biodiversité, ce qui fait que ces valeurs, elles mettent en lien la biodiversité avec d'autres thèmes et d'autres aspects, et que pour passer à l'action, pour proposer des actions individuelles, les choses vont être très différentes en fonction des valeurs et des représentations que l'on porte. Et un exemple qui est très concret et très simple à comprendre, par exemple, sur ce sujet, on voit bien, on le ressent très bien que citadins et chasseurs, par exemple, ont une perception bien différente de la nature, de la biodiversité et de la manière dont il faut les préserver. Un autre sujet qui est malheureusement d'actualité là encore, c'est la question de la dilution de la responsabilité.
on voit que des individus, même bien informés sur le sujet, même des individus qui ont accès à des sources d'information de qualité, ils ne vont pas nécessairement s'engager dans des comportements plus responsables, même lorsqu'ils sont en capacité de le faire. Et pourquoi ça ? Sur tous les sujets de transition écologique. Ici, on peut parler de biodiversité, on aurait pu parler de réduction des déchets, on aurait pu parler de mobilité, on aurait pu parler de gestion des risques climatiques, etc. Il est fréquent que la responsabilité de l'action, c'est-à-dire de se protéger, ou en tout cas de mettre en place des comportements plus responsables, ou aussi de protéger la biodiversité, que la responsabilité de ces actes, elle soit renvoyée soit vers l'État, soit vers les services publics, soit vers d'autres États qu'on estimerait plus responsables, soit vers les scientifiques, etc., etc. Il est également assez fréquent d'observer que l'action individuelle elle est renvoyée vers le collectif ou abandonnée par rapport à l'action collective. C'est ce qu'on entend assez fréquemment, par exemple des discours comme mes actions, ma capacité d'agir sur le problème ou mes actions de toute manière auraient un impact très faible. Dans ce cas-là, pourquoi je passerai à l'acte alors que les autres ne le font pas? Ce qui nous emmène à une troisième attitude dans laquelle l'action individuelle elle est perçue comme une menace, voire un handicap pour l'individu. Alors pour les individus, c'est peut-être pas forcément évident. On voit beaucoup plus ça, notamment au niveau des entreprises, lorsqu'elles doivent s'engager dans des comportements plus responsables ou revoir leur mode de fonctionnement. On a souvent cet écho qui nous vient que si l'entreprise se met par exemple à réduire ses déchets ou s'engage dans des politiques plus responsables, etc., que ça va être une menace pour sa capacité à être productive ou que ça va être une menace par rapport à ses concurrents, etc., etc. Donc c'est aussi ici une manière de se décharger de la responsabilité, de ne pas engager d'action et tout cela à cause du temps et de l'énergie qu'il faudrait y investir. Donc on voit que dès que ce problème, on prend un peu de recul et dès que finalement on encourage le passage à l'action, on a des attitudes au niveau social qui vont empêcher ce passage de la prise de conscience aux actes. Et enfin, pour terminer, à l'échelle du lieu de vie. Alors que se passe-t-il si on prend encore un peu de recul? On a parlé de l'individu, on a parlé un peu des mécanismes sociaux. Maintenant, je vais vous parler de cette troisième échelle qui est l'échelle de l'environnement. La sensibilité, notre sensibilité à la question de la biodiversité, ça dépend aussi de la manière dont la nature est intégrée à nos espaces de vie. Il y a une recherche, encore une fois, de cette année qui est sortie sur les liens entre caractéristiques du quartier de résidence, ici des caractéristiques physiques, l'urbanisation du quartier, la sensibilité à la biodiversité et les valeurs qui sont associées à cette biodiversité, à cette perception. Qu'est-ce que l'on observe? L'esthétique, c'est-à-dire finalement les valeurs qui sont mises en avant, c'est l'esthétique de la nature, le respect de la nature, l'écologie, qui sont mis en avant dans le quartier d'Anunciada. On est ici à Lisbonne. Ce quartier, il a la particularité d'être proche d'espaces naturels protégés, c'est-à-dire qui ont une apparence plus naturelle, non façonnée par l'homme. La biodiversité, elle est également perçue comme plus importante dans ce quartier. Le second quartier, la nature, elle n'y est pas du tout vue de la même manière. Les valeurs qui y sont associées ne sont pas du tout les mêmes. On va plutôt trouver dans les valeurs associées à la nature et à la biodiversité les services que cette biodiversité, que cette nature peut rendre aux individus dans le second quartier. Pourtant, la nature y est présente, mais elle n'est pas intégrée à la vie du quartier. Je vous montrerai un exemple d'espace vert qui n'est pas intégré à la vie du quartier. Vous allez vous rendre compte tout de suite de ce que c'est. Mais pour conclure, donc toutes choses étant égales par ailleurs, il y a bien un lien entre la manière dont nous sommes exposés à la nature dans nos environnements de vie, notre sensibilité à la biodiversité, et il y a ainsi d'importantes différences, y compris à l'échelle d'une ville. Alors voici des exemples. Voilà. Ici, les ronds-points, mais j'aurais pu mettre des bords de route, j'aurais pu mettre des espaces en friche. Ce sont des espaces verts. Alors ici, ils sont façonnés par l'homme, mais j'aurais pu mettre des espaces en friche. Ce sont des espaces verts, mais qui ne sont pas perçus, par exemple, comme étant intégrés au lieu de vie. Donc, qui ne sont pas perçus comme réservoirs de biodiversité, par exemple. Alors bon, vous allez me dire, ici, on est sur des espaces qui sont façonnés, mais imaginons un espace en friche entre deux immeubles. C'est en quelque sorte un réservoir de biodiversité pour ce qu'on peut y trouver d'insectes, etc. C'est pourtant des espaces qui sont, voilà, qui vont
qui vont jouer sur notre perception de la biodiversité. Et enfin, donc, notre sensibilité à la biodiversité, elle dépend aussi de nos pratiques. Ainsi, des chercheurs ont pu montrer, alors des chercheurs ici, j'ai cité une étude, mais il y a énormément d'études sur le sujet. Les usagers réguliers d'espaces verts, ils ont une sensibilité à la biodiversité qui est plus importante et ils ont une perception de la biodiversité qui est plus proche de la réalité que les autres individus. Juste sur ce point, qu'est-ce que ça signifie une perception de la biodiversité plus proche de la réalité? C'est-à-dire que des usagers fréquents d'espaces verts, par exemple, lorsqu'on les questionne sur le nombre d'espèces végétales ou animales dans leur quartier ou dans le parc, sont bien plus proches de la réalité que des personnes qui feraient simplement un passage sur cet espace. Donc, aussi, dans les deux expériences que je viens de vous présenter, la perception de la biodiversité, à chaque fois, elle est liée à de plus hauts niveaux de bien-être psychologique. Et pour conclure d'ailleurs sur le lien entre biodiversité et santé psychologique, dans tous les cas, on observe que plus un individu se trouve dans un espace où il y a une biodiversité importante, plus sa santé psychologique est importante également. Il y a véritablement un lien, comme si les individus préféraient des espaces qui bénéficiaient d'une importante biodiversité végétale et animale. Alors, à l'échelle de l'organisation, la préservation de la biodiversité, on le voit bien, ce n'est jamais la préoccupation la plus immédiate. Et en contexte professionnel, que ce soit la structure, mais aussi l'individu à l'intérieur de cette structure, va constamment devoir réaliser des choix et faire des compromis entre différents attendus. Par exemple, des comportements plus responsables, sa productivité, la qualité de ce qu'il produit. Et pour faire un exemple en lien avec votre activité scientifique, par exemple, la question des comportements responsables, c'est aussi, par exemple, de se poser la question de mettre en lien donc, ces questions environnementales avec l'exigence scientifique, l'exigence de publication, des questions de qualité de vie au travail, de qualité des équipements, de réduction des déchets, etc., etc. Comment faire pour mettre, on va dire, pour appliquer des préconisations ou des comportements qui rentreraient dans toutes ces cases sans les prioriser et sans prioriser celles qui vont avoir des effets les plus immédiats et qui ont des effets directement sur notre capacité à travailler. Généralement, la question de la biodiversité et la question les questions environnementales passent un peu après le reste, tout simplement parce que on va avoir tendance à privilégier la qualité de vie au travail ou la productivité. Donc, y compris à des échelles organisationnelles, on voit que le passage à l'acte peut être compliqué. Alors, pour conclure sur le changement de comportement, c'est une brève conclusion. En psychologie sociale, comment on va définir l'engagement dans un comportement? C'est le lien qui va unir un individu à ses actes. On parle d'engagement fort si l'individu s'engage librement, sans pression extérieure, c'est-à-dire sans récompense ou sans punition, dans une action. Lorsqu'il s'agit de travailler au niveau du collectif, comment on va pouvoir travailler au niveau du collectif pour engager les gens dans des comportements plus responsables? Le mieux, c'est de mettre en avant la collaboration et non pas la concurrence entre des individus qui a un effet extrêmement délétère, mais la collaboration qui est un bon moteur de l'engagement. Rendre visibles les actes des uns et des autres va alors représenter un enjeu. Il faut aussi prendre en compte le fait que lorsqu'on va travailler sur ces questions de biodiversité, il y a des différences de profil importantes qui doivent être prises en compte dans la manière dont on va communiquer et la manière dont on va inciter le passage à l'acte. Tout le monde n'a pas le même capital en termes de connaissances, en termes d'expérience, en termes de moyens techniques, en termes de moyens économiques pour s'engager dans des comportements qui vont être adaptés. C'est-à-dire qu'il va falloir forcément accompagner ces gens, accompagner la prise de conscience. Et également, tout ne relève pas d'une démarche individuelle, comme je l'ai dit. Il y a des facteurs qui vont être difficiles à maîtriser, des facteurs cognitifs, des facteurs sociaux, des facteurs environnementaux, qui jouent dans la prise de conscience et le passage à l'acte, et dont il va falloir avoir conscience lorsqu'on veut développer une action, lorsqu'on veut travailler sur des initiatives. Et dans tous les cas, la communication doit être positive et engageante. On a rarement de campagnes de publicité culpabilisatrices qui ont des effets positifs. Ça ne fonctionne absolument pas.
Alors, comment on peut faire très concrètement pour chaque choix, pour chaque, on va dire, choix que l'on souhaite accompagner ou pour chaque action que l'on souhaite mettre en place, on va agir à différents niveaux. On va simplifier l'architecture des choix. Comme je l'ai dit, il y a un certain nombre de biais qui sont très difficiles à éviter. Il y a un certain nombre de mécanismes psychosociaux qui vont entrer en jeu lorsqu'on va travailler sur ces questions de biodiversité. Donc, on va chercher à simplifier l'architecture des choix, par exemple, en anticipant les erreurs qui peuvent être commises. Ça permet d'éviter que les personnes ne réalisent des comportements qui vont être contre-productifs. Le GIEC en a parlé dans son dernier rapport de tous ces comportements d'adaptation qui sont absolument inadaptés. Par exemple, de se rabattre de la consommation d'un type d'aliment vers un autre type d'aliment parce qu'il est présenté comme étant plus vert ou plus responsable ou qu'il a une meilleure image et qu'en fait, il ne l'est absolument pas. Ou de s'engager dans des comportements a priori positifs, mais qui en fait, si on les remet à l'échelle véritablement, si on le redécompose, n'est absolument pas plus positif qu'un autre. Je pense à l'achat d'une voiture électrique qui doit être relativisé par rapport à la production de ce véhicule, par rapport à continuer d'utiliser son ancien véhicule. En termes d'impact sur l'environnement, l'impact n'est pas forcément positif et pourtant, l'individu peut avoir l'impression d'avoir fait une bonne action envers le climat en changeant sa voiture, alors qu'elle aurait pu continuer à rouler et que ces matières premières, elles ont été prélevées avec un impact sur l'environnement, avec un impact lors du traitement de ces matières premières, lors de la construction de la voiture, lors de la livraison, etc. Donc, anticiper les erreurs et guider les comportements pour éviter des choses contre-productives. Inclure des feedbacks lorsqu'on crée un dispositif, lorsqu'on encourage une action. C'est-à-dire qu'il faut que les personnes obtiennent le plus rapidement possible un retour sur l'impact de leurs actions. On parle aussi de renforcement positif ici, c'est-à-dire que souvent, c'est assez difficile de s'engager dans des comportements responsables, tout simplement parce que, contrairement à des comportements irresponsables qui sont immédiatement gratifiants, si j'achète quelque chose, j'ai tout de suite une gratification, je reçois tout de suite un peu de, voilà, un peu de plaisir, etc. Lorsque je fais l'action de ne pas l'acheter, je n'ai pas ce feedback tout de suite, je n'ai pas ce renforcement positif. Donc l'idée, ça va être de proposer d'autres formes de feedback, d'autres formes de renforcement. Ça peut être tout simplement de... Alors, il y a différentes façons de le faire. Ça peut être des compteurs, par exemple, qui comptent le CO2 qui a été économisé. Je pense aussi à l'application pour arrêter la cigarette qui vous renseigne sur ce que vous avez gagné depuis le moment où vous avez arrêté de fumer en termes d'argent, mais aussi au niveau de la santé, par exemple, parce que ça vous permet. Vous avez retrouvé du souffle, vous avez retrouvé ceci, vous avez retrouvé cela. Offrir un feedback là où il n'y en a pas pour maintenir la motivation et pour éviter que les actions elles soient tout de suite abandonnées. Le dernier point, simplifier les choix et les messages pour faciliter l'évaluation des moyens à mettre en œuvre et comparer les différents comportements. Là, c'est pour éviter les cas où justement, via des biais cognitifs ou émotionnels, on s'engage dans des comportements contre-productifs, contre-intuitifs ou des choses qui ne sont pas optimales, c'est-à-dire de faciliter via de l'information, via des messages, pour guider tout de suite vers les bons comportements. Et enfin, on peut actionner les moteurs d'implication. Alors, pour lutter contre les biais cognitifs, qui sont véritablement les biais les plus difficiles à maîtriser, il y a différents axes de travail. On peut jouer sur des biais affectifs. Par exemple, on va insister sur les valeurs ou les émotions. Et plus on va pouvoir mettre en lien, par exemple, un comportement ou une action avec des valeurs que l'on porte déjà. Si, par exemple, je mets en lien... si je travaille auprès d'un groupe qui va être très proche de la nature et si je lie certaines actions à la préservation de la nature, eh bien, comme c'est une valeur forte, on a beaucoup plus de chances que l'action soit adoptée. Et il faut ainsi tracer un parallèle entre l'action à réaliser et les valeurs centrales de l'individu pour le motiver, pour qu'il adopte ces actions. On peut aussi jouer sur le cognitif. Ici, on peut lier l'action à réaliser avec des connaissances ou des expériences antérieures de l'individu en jouant sur la familiarité, par exemple. On peut alors transmettre plus facilement des messages ou des comportements adaptés. C'est-à-dire, dans cet exemple, par exemple, mettre en lien un nouveau comportement avec quelque chose qui a déjà été réalisé par le passé sur la structure ou qui a déjà été réalisé sur un autre thème. Et voilà. J'espère que la présentation n'était pas trop dense et que tout le monde s'y retrouvait. Je vous remercie pour votre attention dans tous les cas.